Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cours de finance consacré au choix d'investissement. Investir, c'est prendre une décision aujourd'hui afin de préparer l'avenir. Mais comment identifier les bonnes opportunités? Quels critères retenir pour sélectionner les investissements les plus adaptés? Pour répondre à ces questions, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous présenterons les généralités sur l'investissement et ses typologies. Ensuite, nous étudierons les choix d'investissement dans un contexte certain. Enfin, nous analyserons les choix d'investissement dans un contexte incertain. L'objectif de ce cours est de vous donner les clés nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées, rationnelles et stratégiques. Nous commençons par généralité. Qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement peut être défini selon deux approches, l'approche financière et l'approche comptable. Du point de vue financier, un investissement correspond à une dépense effectuée aujourd'hui dans le but de générer des gains ou des économies à l'avenir. Cette démarche ne se limite pas seulement à un objectif financier, un investissement peut également viser à augmenter la productivité, diversifier les activités ou améliorer les conditions de travail. Du point de vue comptable, on considère comme investissement l'ensemble des actifs immobilisés acquis par l'entreprise et inscrits à son bilan. Ces actifs peuvent être incorporels, fonds de commerce, brevets, licences. Corporels, machines, véhicules, équipements. Financiers, titres et autres placements financiers. Passons maintenant au type d'investissement. Le plan comptable classe les investissements selon leur destination dans les immobilisations. Incorporels. Corporels. Financiers. Cependant, cette classification ne fournit pas d'informations sur la nature de la politique d'investissement de l'entreprise. Premièrement, classification selon l'objet. On distingue généralement trois grands types d'investissements, en fonction de leur objectif. Les investissements de remplacement. Ils consistent à renouveler les équipements ou actifs devenus usés, vétustes ou obsolètes. Leur rôle principal est d'assurer la continuité de l'activité en maintenant le potentiel productif de l'entreprise. Exemple, remplacer une machine industrielle défectueuse par une nouvelle pour garantir la même capacité de production. Les investissements d'expansion ou de croissance. Ils visent à accroître la capacité de production ou de commercialisation de l'entreprise. Ce type d'investissement permet à l'entreprise de se développer sur son marché et d'augmenter son chiffre d'affaires. Exemple, acheter de nouvelles machines pour produire davantage, ou ouvrir une nouvelle ligne de production pour répondre à une demande croissante. Les investissements de productivité. Ils ont pour objectif de réduire les coûts de production, donc améliorer la rentabilité, ou d'augmenter le niveau de production sans nécessairement élargir la capacité. Ils sont souvent réalisés en complément des investissements de remplacement, puisqu'ils introduisent des équipements plus performants et plus modernes. Exemple, installer une machine plus automatisée qui consomme moins d'énergie et permet de produire plus rapidement. Deuxièmement, classification selon la nature. Selon leur nature, on distingue principalement trois types d'investissements. Les investissements commerciaux. Ils concernent toutes les actions qui contribuent au développement des ventes et au meilleur positionnement des produits sur le marché. Ce type d'investissement vise à renforcer la relation avec la clientèle et à accroître la part de marché de l'entreprise. Exemple, ouverture de nouveaux points de vente, dépenses publicitaires, campagne marketing ou lancement d'un nouveau packaging. Les investissements financiers. Ils portent sur l'acquisition de titres financiers, actions, obligations, participations dans d'autres entreprises, etc., avec pour objectif de générer un revenu, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de plus-value lors de la revente. Exemple, acheter des actions en bourse ou investir dans une filiale stratégique. Les investissements immatériels. Ils regroupent toutes les dépenses qui ne se traduisent pas par des actifs physiques, mais qui contribuent fortement au développement de l'entreprise. On y retrouve principalement les investissements en capital humain, formation, recrutement, développement des compétences, ainsi que les dépenses liées à la recherche et développement, R&D, à l'innovation et au savoir-faire. Exemple, financer un programme de formation pour les employés, ou investir dans la recherche pour développer un nouveau produit. Chaque investissement se distingue par plusieurs caractéristiques essentielles. Un capital investi. Une durée de vie. Un cash flow. Une valeur résiduelle. Un taux d'actualisation. Nous commençons par le capital investi, aussi appelé dépense d'investissement, I0. Cette dépense représente l'ensemble des coûts nécessaires, qu'ils soient directs ou indirects, pour réaliser un projet d'investissement.
L'objectif est de recenser tous ces coûts de manière exhaustive, sans se limiter uniquement à ceux enregistrés en immobilisation dans le bilan comptable. En pratique, la dépense d'investissement regroupe généralement le prix d'acquisition, hors taxe, des immobilisations. Il s'agit du coût d'achat réel des biens durables, machines, bâtiments, équipements, logiciels, que l'entreprise va utiliser sur plusieurs années. Exemple, une machine achetée pour 200 000 hors taxe. Les frais accessoires. Ce sont les dépenses supplémentaires liées à l'achat, indispensables pour rendre l'immobilisation opérationnelle. Exemple, frais de transport de la machine, droits de douane, assurance, installation sur site. Les frais éventuels liés au projet. Formation du personnel, lorsqu'il faut former les employés à l'utilisation du nouvel équipement ou d'un logiciel. Frais de recherche et développement, s'il est nécessaire de réaliser des études, des tests ou des prototypes avant la mise en place. Augmentation du besoin en fonds de roulement, dans certains cas, l'investissement entraîne un besoin supplémentaire en trésorerie, par exemple, achat de stocks plus importants ou délais clients plus longs. Nous passons maintenant à la durée de vie de l'investissement, N. La durée de vie d'un investissement correspond à la période pendant laquelle le projet est capable de générer des flux de trésorerie positifs, c'est-à-dire des revenus supérieurs à ses coûts, lorsqu'il est rentable. Sa détermination est complexe, car il existe plusieurs approches à distinguer. La durée de vie économique, elle dépend de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Par exemple, un équipement peut perdre toute utilité si le produit qu'il permet de fabriquer n'a plus de demande sur le marché. La durée de vie technique, elle est liée aux conditions d'utilisation des immobilisations, machines, bâtiments, etc. Si une entreprise utilise mal ou intensivement un matériel, celui-ci s'usera plus vite et devra être remplacé dans une période plus courte. La durée de vie fiscale, elle correspond à la durée d'amortissement fixée par l'administration fiscale. C'est une estimation administrative, qui ne reflète pas toujours la réalité technique ou économique de l'actif. Passons maintenant à l'étude des cash flows, ou flux de trésorerie, CF. Les cash flows représentent les liquidités nettes générées chaque année par l'exploitation d'un projet. Ils se calculent comme la différence entre les recettes, entrées de trésorerie, et les dépenses, sorties de trésorerie, liées au projet. En pratique, il est souvent difficile d'isoler avec précision les flux de trésorerie propres à un projet, car ils sont générés de manière continue tout au long de l'exercice. Par simplification, on suppose généralement que ces flux sont encaissés à la fin de chaque exercice. Un projet est considéré rentable lorsque la somme des flux de trésorerie prévisionnels dépasse le montant des capitaux investis initialement. Il y a différentes manières de calculer les cash flows, je les résume dans le tableau suivant. On commence par le chiffre d'affaires, dont on soustrait le total des charges d'exploitation pour obtenir le résultat avant IS. Le total des charges d'exploitation comprend à la fois les charges d'exploitation et les amortissements. Ensuite, on calcule l'IS selon le taux applicable. On soustrait cet IS du résultat avant impôt pour obtenir le résultat après IS. Puis, on ajoute les amortissements, puisque ce ne sont pas des charges réelles, mais un avantage fiscal qui permet de diminuer l'impôt. Cela nous donne la capacité d'autonomie financière économique. Enfin, on ajuste cette capacité en tenant compte du besoin en fonds de roulement, on soustrait son augmentation, on ajoute la variation du fonds de roulement et on tient compte de la récupération du fonds de roulement. Le résultat final correspond au cash flow. Dans les tableaux suivants, la section après le résultat avant impôt ne change pas, seules les valeurs avant le résultat avant impôt sont modifiées. Le chiffre d'affaires, diminué des charges d'exploitation, donne l'excédent brut d'exploitation, EBE. En soustrayant les amortissements, on obtient le résultat avant impôt sur les sociétés, IS. Le chiffre d'affaires, diminué des charges d'exploitation, qui comprennent à la fois les charges variables et fixes, permet d'obtenir l'excédent brut d'exploitation. En retranchant ensuite les amortissements, on obtient le résultat avant impôt. Maintenant le chiffre d'affaires moins les charges variables donne la marge sur coût variable. Ensuite, en soustrayant les charges fixes, on obtient l'excédent brut d'exploitation, EBE. Enfin, en déduisant les amortissements, on obtient le résultat avant impôt. La valeur résiduelle, VR. Il s'agit de la valeur estimée d'un projet ou d'un actif à la fin de sa durée d'exploitation. En général, les analystes considèrent que la valeur résiduelle correspond à la valeur nette d'amortissement. Par exemple, un matériel utilisé pendant 5 ans conservera, après la 5e année, une valeur estimée qui sera considérée comme sa valeur résiduelle. Le taux d'actualisation, T. Il correspond aux taux appliqués pour ramener les flux de trésorerie futurs à leur valeur présente,
c'est-à-dire à la date initiale du projet, date 0. Il représente le rendement exigé par les investisseurs en contrepartie du risque encouru, ainsi, plus un projet est risqué, plus le taux d'actualisation sera élevé. En pratique, ce taux est généralement déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital, CMPC. Celui-ci se calcule en rapportant, d'une part, le coût des capitaux propres obtenus en multipliant le taux de rentabilité financière par le montant des capitaux propres, et d'autre part, le coût de la dette nette d'impôt sur les sociétés, obtenu en multipliant le taux d'intérêt après impôt par le montant des dettes financières. L'ensemble est ensuite divisé par le financement permanent, c'est-à-dire la somme des capitaux propres et des dettes financières. Dans cette vidéo, nous avons présenté les notions générales liées à l'investissement et ses caractéristiques essentielles, capital investi, durée de vie, cash flow, valeur résiduelle et taux d'actualisation. Ces concepts constituent la base pour évaluer un projet d'investissement. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons des exemples pour illustrer ces notions.